Merci beaucoup pour l'invitation. Je tenterai en toute brièveté, parce que j'ai entre 15 et 20 minutes, en toute brièveté, aborder la relation entre l'esthétique et l'éthique dans la pensée arabo-musulmane, qui, en tant qu'elle constitue, à mon sens, une relation problématique, renvoyant à des questions philosophiques, mystiques, intellectuelles, complexes. Dans la pensée arabo-musulmane, bien sûr, nécessite une réflexion autre que la réflexion qui a été développée par les orientalistes. Ici, permettez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'évoquer deux points que je juge nodaux. Le premier point concernant le monde actuel, c'est-à-dire l'actualité de ce sujet dans le monde actuel qui est déchiré, tiraillé par la haine, la bestialité, l'animalité et, et le désir d'instaurer l'amour et le vivre ensemble. Je pense que le manque de l'esthétique et l'absence de l'éthique dans sa relation avec l'esthétique demeure, à mon sens, un sujet qui nous interpelle, qui nous questionne tous devant cette situation que connaît le monde. Un. De deux, pour établir ce que j'appelle la plateforme de ce sujet, pour sillonner ce sujet, il faut dire que euh, le sujet de éthique, esthétique dans la pensée arabo-musulmane a été marginalisé et n'a pas été étudié suffisamment vu les thèses orientalistes qui restent toujours hostiles à cette pensée. Et à mon sens, il ignore les conditions majeures de la philosophie et la contribution majeure de cette pensée dans la philosophie et dans les sciences. Je dois dire que pour commencer, je dis que la pensée de l'esthétique sur l'esthétique et sur l'éthique a été développée par des philosophes connus comme, je vais commencer par Kindi. Si on revient aux thèses de Kindi, surtout son ouvrage appelé Traité sur la proportion harmonique, en arabe, c'est-à-dire Risala fi an-nisab tawafuqiyya. Et si on examine aussi un autre ouvrage intitulé Traité sur les relations entre la musique et la philosophie, et un autre ouvrage concernant, il est très connu, il s'appelle Traité sur c'est-à-dire le sens de l'humain et la philosophie. Le premier ouvrage établit ce qu'on appelle la relation entre la musique et les sciences naturelles et les mathématiques. Et c'est le premier qui a fait ça. C'est-à-dire, il a essayé de sortir du cadre qui a été tracé par Aristote et développer une autre vision qui relie ce qui est spirituel avec ce qui est technique, ce qui est musique, parce que lui, il a renvoyé la musique, bon, il détermine la musique selon les mathématiques, comme j'ai dit, et les sons naturels. La musique, pour lui, en tant que dimension esthétique, n'est pas seulement un art sonore, mais une science harmonique qui reflète l'ordre cosmique et agit profondément sur l'âme humaine. Et cette thèse a été adoptée par toute tendance mystique et par les sophistes aussi, et dont de la part le monde. Aussi, il démontre que pour lui, la musique peut être utilisée comme une thérapie spirituelle. Surtout, la musique, elle rapporte les équilibres qui structurent le cosmos. C'est-à-dire les lois qui régissent la dynamique du cosmos sont les mêmes lois qui sillonnent ou qui encadrent même la psyché de l'autre, la psyché de l'homme. C'est dans ce sens qu'il est, comme il dit, dans Traité sur les proportions, donc la musique, c'est une thérapie pour l'individu.
Sa thèse, Kindi, c'est important d'insister sur Kindi, sa thèse considère que la vertu, pardon, réside dans l'équilibre entre les puissances de l'âme, ce qui est rationnel, irascible et consipistique, selon une harmonie analogue à celle de la musique réalise entre les sons. Et si on part voir le Farabi aussi, comme les gens disent, c'est le second maître après Aristote. Le Farabi a un grand ouvrage appelé Le grand livre de la musique. Dans l'introduction, il dit comment on peut créer un certain équilibre entre ce qui est rationnel et ce qui est spirituel. Et les lois qui régissent le monde, le cosmos, comme il dit, et il répète ce qu'il a dit, il répète plus ou moins la thèse de Kindi, que la musique, que le beau, que le sublime, il a essayé même de délimiter quelques concepts, comme la proportion, le sublime, la cohésion et l'harmonie. Ces concepts qui régissent la création du monde. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, ce monde harmonieux, il a été créé par une proportion mathématique. Cette proportion, c'est elle qui régit, c'est elle qui, qui, qui maîtrise, si j'ose dire, l'existence de l'individu, de l'homme. Donc, Al-Farabi, pour lui, la rationalité, c'est-à-dire, ne peut être utile, sauf qu'elle soit une rationalité présente dans la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité ne se contredit pas avec la rationalité. Et cette thèse aussi a été, si nous voulons voir Muhyiddin ibn Arabi dans Ihya al-Muddin, lui aussi, il a évoqué cette thématique et dans Fusus al-Hikam, il a développé ce que Farabi a à dire. Donc, il y a un autre ouvrage très important qui s'appelle de Abu Hamid al-Ghazali, qui s'appelle le revivement de la science, des sciences religieuses. Et dans cet ouvrage, il essaie de dire que la proportion qui fait preuve d'un monde, c'est-à-dire en état d'harmonie, fait preuve que la spiritualité, elle, c'est-à-dire n'est pas obsolète. La spiritualité, elle aussi, a des lois. Les lois de la spiritualité sont les mêmes que les lois de la rationalité. Et il y a des gens qui disent qu'ils n'acceptent pas cette thèse. Ils disent que la rationalité, c'est la rationalité et la spiritualité, c'est la spiritualité. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Donc, c'est Abu Hamid al-Ghazali, dans son ouvrage, comme j'ai dit, Revivement des sciences de la religion, a évoqué pour la première fois cette thèse. Aussi, si nous voulons revenir à Avicenne, Ibn Sina, il a un livre connu, et dans ce livre, il essaie de développer ce que j'ose dire une théorie du beau et de l'éthique. Ce livre est appelé les directives et les remarques. Les directives, il est en quatre tomes. Lui, Avicenne, il dessine le cerveau et il essaie de faire la différence entre les lobes dans le cerveau qui régissent le beau le beau et les autres, et le lobe qui régit ce qui est rationnel. Et pour dire que Ibn Sina, il dit le beau se base sur quatre sur quatre fondamentales. Le premier, c'est la proportion. Le deuxième, c'est la cohésion. Le troisième, le sublime.
Le quatrième, le spirituel. Donc, ces quatre composantes constituent ce qu'on appelle la totalité humaine. On ne peut pas comprendre la totalité humaine en isolant ou en négligeant l'un de ces quatre composantes. En plus, pour arriver à des choses qui... les orientalistes disent que si on examine toutes ces thèses, elles ne constituent pas une théorie fondée sur des concepts. Chose qui est, bien sûr, qui est faux. Ibn Hazm, si on a dit في طوق الحمامة, le colis de la colombe. C'est un livre très, très fort et très approfondi. Il dit, si nous contemplons, c'est-à-dire la première fois qu'il essaie de toucher la pensée des philosophes en essayant de faire un bilan succinct sur cette thèse en disant que les concepts qui ont été développés par les philosophes arabo-musulmans sont des concepts qui constituent ce qu'on appelle une ligne de réflexion. Cette ligne de réflexion, à son époque, il ne peut pas dire une structure, il ne peut pas dire une théorie. Il a une ligne de réflexion. Et cette ligne de réflexion, c'est un système de réflexion. C'est-à-dire une théorie. Et pour les concepts, ce sont les premiers qui ont développé des concepts forts, comme j'ai dit, la proportion et le sublime. En même temps, si nous voulons dire que l'esthétique, c'est-à-dire les sciences du beau, a été développée pour la première fois par Baumgarten, je pense en 1789, quelque chose comme ça, si on lit la thèse de Baumgarten, si on lit ce qui a été développé par Hegel dans l'esthétique, le critique du jugement de Descartes, si on lit, si on suit tous ces textes, on va sentir qu'ils ne sortent pas, à mon sens, si on fait cette benchmarking des textes, des textes traditionnels et des textes contemporains, je dois dire que les textes développés par les philosophes, ces philosophes arabo-musulmans, euh, c'est-à-dire, ils ont tissé vraiment une théorie avec des concepts très très bien délimités. Et que la thèse occidentale, à partir de Baumgarten, à travers Hegel et Kant et les autres, à mon sens, n'a pas créé quelque chose qui se contredit ou quelque chose qui ne présente pas l'égal théorique avec ce qui a été développé par ces philosophes arabo-musulmans. En conclusion, je pense que le temps, on a arrivé en conclusion, je dois dire qu'il est temps aujourd'hui de développer d'autres réflexions sur l'esthétique et l'éthique, vu aujourd'hui que le monde connaît l'absence de la reproduction des valeurs positives et que le beau aujourd'hui est industrialisé à travers le design, etc. Et que l'intelligence artificielle se présente comme alternative de ce qui est naturel, ce qui est spirituel, ce qui est affectif, ce qui est lyrique, si j'ose dire. Donc, je pense qu'il faut développer d'autres matrices de réflexion, creuser sur d'autres pistes de réflexion pour faire du beau et de l'esthétique, non un support technologique à travers les réseaux sociaux, mais c'est-à-dire un espace direct où la communication corps à corps et non virtuelle avec l'homme crée cette chaleur dont on a besoin aujourd'hui, vu les guerres, vu la bestialité et l'animalité qui ne cessent de ranger l'homme dans notre monde contemporain.